À quoi pensez-vous quand on parle de l'Iran aujourd'hui? Aux ayatollahs, au deuil de Kerbala ou à une république où l'islam chiite est la religion d'État? Mais il est crucial de comprendre une chose, rien de tout cela n'était le destin initial de ces terres. Pendant des siècles, l'Iran a été le centre intellectuel et institutionnel de l'islam sunnite. Alors, comment cette structure si profondément ancrée s'est-elle transformée? La réponse ne réside pas dans un seul événement, mais dans 3 ruptures majeures successives, une invasion dévastatrice, une période de chaos et une confrérie soufie qui a réussi à émerger de ce tumulte. Au Xe et XIe siècle, sous l'égide du grand empire seldjoukide, la géographie iranienne était devenue le véritable centre de production intellectuelle du monde musulman. Des cités comme Nishapur, Merv, Ispahan ou Rey n'étaient pas seulement des carrefours commerciaux, mais le foyer de grandes madrasas, de bibliothèques et d'illustres savants. C'est ici que l'imam al-Ghazali a écrit ses œuvres majeures, qu'Omar Khayyam a médité et que Nizam al-Mulk a gouverné en jetant les bases de la bureaucratie institutionnelle sunnite. À cette époque, le chiisme n'était qu'une minorité résidant dans certaines communautés isolées, il n'avait jamais été la foi dominante. L'identité de l'Iran était alors intrinsèquement liée à la structure institutionnelle sunnite. En 1219, les armées de Gengis Khan se sont tournées vers l'ouest. Nishapur est tombé, Merv est tombé. L'invasion mongole a détruit non seulement les villes, mais aussi les institutions. Les systèmes d'irrigation ont été détruits, les madrasas ont fermé, les savants ont fui ou ont perdu la vie. En 1258, Hulagu Khan a pris Bagdad et a mis fin au califat abbasside. C'était bien plus qu'une destruction symbolique. L'autorité centrale du monde de l'islam sunnite avait disparu. Dans la géographie iranienne, il n'y avait plus ni unité politique forte, ni autorité pour maintenir la structure institutionnelle sunnite. Ce vide allait façonner les 200 prochaines années. Après l'effondrement des Ilkhanides, des puissances d'origine turkmène sont apparues sur scène, les Kara Koyunlu et les Ak-Koyunlu. Ils se sont lancés dans une lutte de pouvoir incessante dans l'ouest de l'Iran. Ce tableau était un environnement tout à fait propice à la naissance d'une nouvelle puissance. Et cette puissance fut la confrérie safavide. Fondée à Ardebil au XIIIe siècle, le fondateur de cette confrérie était Cheikh Safi al-Din, un cheikh soufi sunnite charismatique. Initialement une confrérie ordinaire, cette structure a à la fois grandi et s'est transformée dans l'environnement de chaos post-mongol. Elle a formé autour d'elle une base de partisans armés, composée de tribus turkmènes, appelées les Kizilbash, tête rouge. Cependant, il y a ici un point critique. Le premier discours de la confrérie avait été établi avec le langage transcendant du soufisme. Une doctrine mystique, une guidance spirituelle. Ce discours était puissant pour rassembler des disciples, mais était-il suffisant pour fonder un État? Non. Et les Safavides le savaient très bien. En 1501, Shah Ismaïl a conquis Tabriz et a fondé l'État safavide. Au même moment, il a déclaré l'islam chiite, basé sur la croyance aux 12 imams, comme religion officielle de l'État. Cette décision n'était pas un hasard, elle était le produit d'un choix politique tout à fait conscient. À l'ouest se dressait un empire ottoman puissant et sunnite. Le chiisme, dans ce contexte, n'était pas seulement une croyance, mais aussi une frontière d'identité politique, un terrain d'opposition originale contre le sunnisme ottoman. Mais il n'était pas facile de chiitiser un peuple dont la grande majorité était sunnite, et c'est ici
que nous rencontrons la deuxième grande manœuvre. L'État safavide a réalisé ceci. Le discours transcendant du soufisme était insuffisant pour l'administration de l'État. Établir un système fiscal, créer des tribunaux, réorganiser l'ordre social sur l'axe de la religion, tout cela nécessitait d'un fiqh chiite systématique. Mais il n'y avait pas assez de juristes chiites en Iran. La solution, les faire venir du Sud-Liban et d'Irak. Les juristes chiites venant de la région du Jabal Amel, le Sud-Liban d'aujourd'hui, et de Najaf et Kerbala, se sont installés en Iran avec l'invitation et la protection du palais safavide. Ces juristes n'étaient pas seulement des religieux, ils ont enseigné la théologie chiite systématique, ont fondé des madrasas et se sont intégrés aux institutions de l'État en tant que qadis et mufti. Un État né d'une confrérie soufie se transformait en un État institutionnel avec le fiqh chiite classique. Et dans ce processus, le chiisme n'était plus seulement un système de croyance, mais il est devenu le socle de légitimité du pouvoir étatique. La chiitisation de l'Iran n'est l'œuvre ni d'une seule décision, ni d'un seul leader. Elle a été écrite par la combinaison de tout cela. L'effondrement d'une civilisation, un vide politique de 200 ans, le réflexe de survie d'une confrérie et la manœuvre institutionnelle consciente de l'État. Les Mongols ont détruit la structure institutionnelle sunnite, les Safavides ont fait un pas dans ce vide, les juristes chiites ont rendu ce pas permanent. Mais l'importance réelle de ce processus réside ici. Cette tradition théologique établie par les juristes, venant du Sud-Liban et d'Irak, a acquis, au fil des siècles, une identité institutionnelle de plus en plus forte. Les religieux ont commencé à manifester leur présence non seulement au service de l'État, mais aussi en tant que pôle de pouvoir indépendant aux côtés de l'État. Cette tension, l'équilibre ou le déséquilibre entre le pouvoir politique et l'autorité religieuse constitue l'axe principal de l'histoire de l'Iran depuis l'époque safavide. La doctrine du Velayat et Farqi, développée par Khomeini, c'est-à-dire la tutelle du juriste sur l'État, était en fait une formulation moderne de cette longue accumulation institutionnelle commencée à l'époque safavide. En d'autres termes, le processus lancé par Shah Ismail à Tabriz en 1501 a déterminé non seulement le changement de croyance d'un peuple, mais aussi la manière dont la relation entre l'État et la religion serait établie. Et cette forme de relation constitue la pierre angulaire de la structure politique de l'Iran d'aujourd'hui.